Il n'y a pas si longtemps que ça, je n'ai commencé qu'en septembre comme détaché pédagogique, donc ça fait quand même 18 ans que j'étais, non pas à Waterloo, j'ai fait Waterloo et Vollenbeek, donc j'ai vraiment fait les deux types d'écoles. Donc voilà, donc ici j'interviens plus, excusez-moi d'avance, au niveau du PowerPoint, comme tout le monde le met, je le mets aussi, il me sert plus de base à ce que je vais vous raconter. Donc si jamais il y a une faute de frappe ou quoi que ce soit, je vous serai reconnaissant de ne pas y prêter attention. Donc voilà, dans le cadre de mon détachement pédagogique, on m'a demandé de m'intéresser au pacte d'excellence plus d'un point de vue idéologique et politique, notamment par rapport aux revendications de notre manifeste des jeunes LGTB, et donc des points que nous souhaitons voir au programme du politique au niveau de l'enseignement, donc ce manifeste qui est disponible à la sortie et qui couvre donc des revendications jusqu'en 2021. Également, là, bon, le prof de français et le prof d'histoire parlent aussi, je m'attaque un petit peu à la linguistique utilisée dans le pacte d'excellence, qui est une linguistique quand même, je vais dire, parfois assez managériale. Alors, donc, au niveau du pacte, donc, du point de vue linguistique, je reviendrai sur les éléments qu'ont présenté mes camarades juste avant. Donc, d'abord, d'un point de vue linguistique, voilà, d'emblée, quand on entame la lecture de ce texte, qui, comme l'a dit Joseph, fait quand même 367 pages, ramène également à des corrections qui vont jusqu'au pacte scolaire de 59, des textes de 92, etc. Donc, il faut vraiment jongler avec une série de textes pour comprendre tous les enjeux du pacte. Dans celui-ci, il est parfois très difficile de se positionner comme contre ou mitigé au vu de certains termes qui sont utilisés. Donc, par exemple, évidemment, l'excellence, être acteur, être autonome, être efficace. Ce sont des termes qui sont à la fois tout à fait positifs, mais qui, selon la personne qui les utilise, peuvent être aussi, peuvent cacher des choses qui sont beaucoup moins louables. Il peut donc être compris de multiples façons. Enfin, à la lecture de l'avis aussi, on peut voir que tout ce qui est technique de management, de délégué au contrat d'objectif, de but à atteindre, est souvent employé avec des verbes au présent, donc vraiment ordonnant, en disant « ce sera comme ça », alors que pas mal d'éléments qui traiteront plus du bien-être, de la participation des élèves, ce qui nous touche directement en tant que jeunes LGTB, etc., sera plutôt à définir, sera à objectiver, voire ne sera pas obligatoire pour une mise en route du pacte. Alors au niveau du processus participatif qui a été fort critiqué, notamment dans la presse, je reviendrai quand même sur certaines nuances, parce que comme l'ont dit les deux intervenants avant moi, la presse, on y trouve tout et son contraire. C'est en effet un processus participatif qui a été mis en place en janvier 2016, alors que, évidemment, le pacte d'excellence, le plan de gouvernance, est un projet qui date de 2014, donc encore dans l'accord au niveau sous Milquet. Donc ça date, voilà, le pacte, la remise du rapport McKinsey, tout ça, c'est fait avant le processus participatif. McKinsey a été fort critiqué au niveau de sa participation. Qu'on vient aussi de rajouter quand même à ce niveau-là que la Cour des comptes elle-même avait quand même mis en avant le manque de transparence de l'attribution du contrat à McKinsey, vu qu'ils avaient été acceptés sur base d'une offre qui avait été lancée par la communauté, et cette offre en fait a été basée sur des recommandations faites par McKinsey avant, donc il y avait quand même un léger problème. Et enfin, le fameux processus démocratique qui a été largement critiqué par le monde enseignant, mais il faut quand même être honnête et reconnaître qu'il a été relativement opaque. Alors, il y a eu par exemple des publications de dates de rencontres essentiellement dans le magazine Prof, que pas mal de profs, je dois dire, survolent ou n'ouvrent plus, alors qu'en enseignement, nous avons des fardes de circulaires, des fardes de services dans lesquels aurait pu apparaître, au vu de l'enjeu, on parle quand même de l'avenir de 700 000 élèves primaires et secondaires, confondus, au vu de l'enjeu, il aurait peut-être fallu faire une campagne beaucoup plus, justement, publique de participation pour avoir un meilleur échantillon. Des clauses de confidentialité évidemment ont été signées par les participants dans de nombreuses étapes d'élaboration du pacte. Il y a eu des désignations quand même, il faut le souligner, de représentants d'élèves. Donc Joseph avait notamment mis l'échantillon, je pense. Savoir que cet échantillon, il y a eu 43 ambassadeurs élèves, mais que sur ces 43 ambassadeurs élèves, on ne sait pas très bien quels ont été les critères de désignation de ces fameux ambassadeurs qui ont participé donc jusqu'au bout. Et enfin, quand même, j'aime beaucoup cette phrase, sortie des rédacteurs, donc Laurence Wertz et Frédéric Delcor, qui sont donc les deux personnes qui ont coordonné tout ça au niveau politique. Lors d'un article de juin 2007 dans Le Soir, ils ont dit que de leur point de vue, il n'y a pas d'alternative au pacte d'excellence tel qu'il est présenté, ce qui va un petit peu à l'encontre de la déclaration de Marie-Martine Schintz à la même période, qui disait « le texte du pacte d'excellence, c'est pas la Bible, il ne faut pas le suivre mot pour mot ». Donc, il faut comprendre aussi peut-être ce mouvement anti-pacte dans le sens aussi où, en fait, on a entendu tout et son contraire depuis des années. Donc ça, je pense que c'est quand même important à souligner.
Alors, les objectifs du pacte sont évidemment parfaitement louables, donc lutter contre l'échec scolaire, lutter contre la relégation, lutter contre l'inégalité, l'inéquité, bien évidemment. On parle de remédiation, consolidation, dépassement adapté aux besoins de chaque élève, c'est mot pour mot dans le pacte. Des enseignants mieux formés, je préférais dire formés différemment, parce que je n'ai pas l'impression d'avoir été mal formé. Un rythme scolaire adapté à l'enfant, ça c'est évidemment la base. Moins d'administratif et beaucoup plus de pédagogie. Des moyens accrus pour les directions qui seront plus autonomes, je reviendrai sur le thème d'autonomie, etc., etc. Et donc là, je reviens évidemment, tout ça a été basé essentiellement sur les constats des fameuses enquêtes PISA. Donc, Joseph a apporté une nuance en disant qu'en effet, si on tenait compte des élèves les mieux formés, en fait, on était parmi les champions, que nos élèves, l'élite, en fait, on était au-dessus de la moyenne. Également au niveau des élèves les moins bien formés, on est plus ou moins dans la moyenne. Mais ce qui en fait ressort unitairement de toutes les études que l'on puisse trouver, depuis celles de l'APED, depuis celles de l'OCDE, etc., c'est qu'en fait, nous sommes les champions de l'inéquité scolaire, en effet, sur base des revenus, sur base de l'indice socio-économique des élèves. Et là, j'ai envie de dire, ce n'est pas propre à la communauté française, ça se retrouve également au niveau de l'enseignement flamand. Donc là, vraiment, les constats, on ne peut pas être contre, objectivement. On les retrouve un petit peu partout. Alors, lutter contre l'inégalité scolaire, qui est une de nos revendications phares, pour nous, en fait, il y a évidemment la problématique des réseaux concurrents. Les réseaux sont concurrents, il y a une véritable marchandisation de l'enseignement. Je dirais même qu'en intra-réseau, dans les réseaux même, il y a les écoles qui se font une concurrence dans le même réseau. Et en ce sens, je veux dire, lutter contre l'inégalité scolaire sans remettre en question en fait une de ses principales causes, c'est un petit peu poser un emplâtre sur une jambe de bois. Donc là, nous sommes un peu dubitatifs. D'autant plus que l'autonomie des directions, qui peut être une excellente chose, je vais y revenir, qui est associée à la réforme des titres et fonctions, mais également associée à la liste des métiers en pénurie. Je signale quand même que jusqu'à fin de cette année scolaire-ci, tous les métiers de l'enseignement sont dits en pénurie, donc les directions peuvent engager des personnes qui n'ont pas le titre requis. Donc, ça nous fait vraiment craindre une concurrence entre réseaux, en réseau, et aussi, il n'y a rien à faire, une certaine précarisation du statut des enseignants, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc, l'autonomie des directions, il faut en fait voir comment aussi va se comporter la direction. Voilà, c'est le grand danger. Alors, donc, championne du monde, donc on l'a dit en termes d'inégalité des chances, en fonction de l'origine socio-économique. Mais en fait, ne pas s'attaquer aux inégalités socio-économiques dans la société, quand bien même l'enseignement arriverait à gommer ces inégalités au sein de son secteur, l'élève après se retrouverait de toute façon dans une société profondément inégale. Et donc, que ce soit en fonction du genre, que ce soit en fonction de l'origine ethnique, etc., il se retrouverait face à certaines difficultés que l'enseignement ne peut malheureusement pas résoudre. Ce qui ne faut pas dire qu'il ne faut pas tenter de les résoudre au sein de l'enseignement. On prend souvent le cas de la Finlande dans la presse, sur les réseaux Facebook, de la Suède. La Suède est à nuancer parce qu'elle a indirectement privatisé une partie de son enseignement et ça commence à se ressentir. Mais la Finlande, il ne faut pas oublier qu'au niveau de l'équité, cette équité se retrouve également dans les pays nordiques au sein même de la société. Joseph a avancé les repas gratuits dans le spécial, mais en Finlande, dans leur réseau, les repas sont gratuits, les fournitures scolaires sont gratuites, etc. Je peux demander pourquoi le décret de fonction porte la concurrence entre Non, associé à la liste des métiers en pénurie. Maintenant, le décret titre et fonction, j'y reviens plus en effet sur certains changements qui ont eu lieu et donc qui sont en effet problématiques pour certaines fonctions. Je pense notamment, par exemple, les régents français histoire, ça a déjà été le cas. Un régent français histoire, s'il n'a pas été nommé, il ne peut plus donner histoire aux Français, suivant la fonction dans laquelle il a été nommé. Je prendrai cas récent des cours de philosophie et de citoyenneté, qui font que dans les écoles de l'officiel, le moral, oui, c'est pas le décret titre et fonction, en effet, mais que dans l'enseignement officiel, les professeurs de morale ne peuvent pas donner citoyenneté dans la même école et doivent être dans deux écoles différentes, alors que dans le libre, ce cours n'est même pas obligatoire, par exemple. Il n'est pas organisé vu que c'est dans tous les cours. D'accord ? Voilà. Donc, ça c'était plutôt au niveau des inégalités. Alors, affecter des moyens suffisants, on parle souvent dans la presse, et même si vous avez cette petite capsule Facebook, ai-je tout compris au pacte d'excellence en 10 questions, et vous répondiez par oui ou par non, on parle d'un investissement de 300 millions d'euros. Je crois qu'il faut nuancer ça aussi, c'est surtout plutôt une réaffectation d'une somme existante aux moyens d'économie, notamment par rapport au non-redoublement. En fait, dans le pacte, on parle plutôt de 50 à 70 millions d'investissements réels
en fonction des économies que nous ferons. Alors attention, je parle du non-redoublement, là il convient aussi de nuancer quelque chose. Le pacte n'interdit pas le redoublement, ça je pense qu'il faut être très clair là-dessus. Il le met, pas simplement, ce n'est plus une généralité, ce n'est plus l'unique solution, ça devient une solution parmi d'autres. C'est tout à fait différent. Ça, je pense quand même que c'est quelque chose sur lequel il faut appuyer aussi. Le redoublement peut être bénéfique pour certains élèves, enfin vous avez en face de vous un intervenant qui a doublé sa 3e secondaire, et heureusement, mais voilà, est-ce qu'il est valable tout le temps? C'est une question que l'on peut se poser bien évidemment en mettant d'autres moyens. Alors, voilà donc au niveau des moyens suffisants. Alors le tronc commun pluridisciplinaire, c'est vraiment quelque chose qui nous taraude un petit peu au niveau des jeunes. Est-ce que ce tronc commun, tel qu'il va être mis en route, sera plutôt au service du monde de l'entreprise, ou sera-t-il véritablement un enseignement intégral? Alors les référentiels tout d'abord sont en cours de rédaction, c'est un fait. Alors, quel tronc commun, en sachant par exemple qu'un des premiers points amenés dans le pacte pour les cours à visée sociologique et psychologique, c'est de maîtriser les principes économiques élémentaires à l'œuvre dans notre société, et que sensibiliser les élèves au rapport de domination homme-femme, ça vient après. Donc, je sais qu'on va dire oui, mais c'est noté, mais quand on met des éléments dans un certain ordre, implicitement on peut y accorder, je ne dis pas que c'est le cas, mais on peut y accorder une certaine importance. Autre exemple, l'introduction de la littératie numérique, citée à maintes reprises, donc avec des intentions de citoyenneté, de clés du monde du futur. Bon, mais il y a quand même une réponse, une question qui a été posée en session parlementaire le 30 novembre 2018 sur l'enseignement numérique. Et en fait, la ministre Marie-Martine Schiz avait pour réponse que la compétitivité numérique devait être beaucoup plus élevée, sur base d'une étude de l'école suisse de commerce IMD. Il faut quand même savoir que cette école suisse de commerce IMD a été classée par le magazine Financial Times comme étant la 3e meilleure école au monde en termes d'économie, de formation économique. Donc il y a quand même une certaine vision, et elle nous répond par la suite: les entreprises qui sont à la recherche de profils spécifiques et de main-d'œuvre spécialisée sont évidemment très sensibles à la qualité d'enseignement donné via des outils informatiques numériques modernes et performants. Okay, donc les entreprises qui sont à la recherche de... Donc voilà, dans les discours politiques, il y a quand même un problème par rapport à cette neutralité par rapport au monde de l'entreprise. Toujours dans une interview du soir, donc Madame Chims, on lui a posé cette question de la crainte de faire entrer le privé dans l'école. Elle répond ni oui ni non, elle dit qu'il faut faire évoluer l'école pour qu'elle soit en lien avec la société. Oui, mais le lien avec la société, c'est qu'on peut quand même constater que depuis les années 80, le privé rentre dans le public. Donc, que veut dire cette réponse? Ça, on se pose un petit peu la question, et elle se dit également qu'elle ne voit pas où est le problème du terme de management, s'il vient de la base et non des directeurs. Alors, en effet, dans les faits, les plans de pilotage, ça doit venir de la base, aller vers la direction, ensuite vers le délégué au contrat objectif, tu m'arrêtes si je me trompe, les directeurs de zone, etc. Mais, voilà, dans certaines écoles, est-ce qu'on peut être sûr que les plans de pilotage viendront effectivement de la base et non pas de la direction? Ce sont des questions qu'on peut légitimement se poser et demander à ce que ce soit encadré. Alors, dernier exemple, on parle de notions de créativité, d'engagement et d'esprit d'entreprendre à la page 54. Mais est-ce que ce sont bien 3 notions distinctes? Car peu après, on lit que l'esprit d'entreprendre suppose initiative, créativité, innovation et engagement. Est-ce que c'est 3 notions différentes ou bien des notions qui sont liées à l'esprit d'entreprendre? C'est quand même ce que veut dire l'esprit d'entreprendre dans la bouche notamment de ce cher MR qui est contre le pacte de confiance, etc. Donc, il y a quand même des questions que nous posons d'un point de vue politique. Alors au niveau du temps scolaire, c'est vraiment un des chevaux de bataille du pacte et des jeunes FGTB, je pense, du monde syndical en règle générale, c'est en effet de limiter le travail scolaire au temps scolaire. Donc d'essayer de justement limiter cet élément pour que l'inégalité de logement, est-ce que chaque élève a un espace d'études, etc., ne se reproduise pas chez eux. Alors, le pacte vise en effet à incorporer le travail fait à domicile dans le temps scolaire, ou tout au moins en partie, à la page 303, mais par contre, à la page 62, ils disent quand même que l'application du tronc commun, du pacte d'excellence, c'est quand même indépendamment de l'impact de l'allongement de la journée scolaire. Donc si le débat n'aboutit pas, la mise en œuvre du tronc commun sera quand même maintenue, mais donc quels seront les éléments mis en place, si on ne sait pas allonger le temps scolaire, pour tenter de garantir que les élèves puissent effectivement travailler à l'école? Voilà, ça c'est une question que nous posons aussi. Alors lutter contre les stéréotypes sexuels, alors ça... Je reprends vraiment les points du manifeste, ici, vu que le but était de débattre. Il y a très peu d'informations à ce sujet. Le pacte ne mentionne en fait le fait d'introduire cette problématique dans la formation des enseignants. Il y a une page sur le sujet, c'est la page 290. J'ai quand même été vérifié, cette lutte fait partie des thématiques du cours de philo de citoyenneté. Mais ce cours n'est organisé que dans l'enseignement officiel et ne touche donc que 53,1% des élèves du secondaire. Donc,
qu'en est-il des écoles où ce n'est pas organisé? Est-ce qu'il y a effectivement dans un cours la thématique de lutter contre les stéréotypes sexués? Et on est en pleine actualité par rapport à ça, malheureusement. Alors, considérer le jeune comme acteur et non sujet ou objet. Là, on parle plutôt de la participation des élèves. Toujours à préconiser ou à préciser. Alors, il y a mention d'un conseil coopératif et citoyen, à la page 14, de la brochure Pacte destinée aux parents-élèves. Il y a des brochures qui sont téléchargeables, qui sont destinées à chaque public, mais c'est sur des thématiques très très ciblées, notamment la notion de harcèlement, ou alors comme simple espace de prise de parole. Donc on se demande un petit peu aussi quand, on avait quand même l'occasion de le faire, quand est-ce que les élèves, qui sont quand même, pour finir, les premiers concernés, pourront à un moment quand même avoir des représentants qui auront véritablement leur mot à dire dans les politiques de l'enseignement. Alors réduire de 50% le redoublement, c'est une idée très noble et franchement, je pense, indispensable. Mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit quand même, c'est un chiffre, ce n'est pas une productivité qui est maîtrisable. Nous travaillons avec des personnes, et au vu du maintien des réseaux, au vu du maintien d'une marchandisation scolaire, d'une concurrence scolaire, mais si on atteint cet objectif, est-ce que cet objectif ne sera pas atteint parce que les meilleures écoles seront arrivées à ne plus faire redoubler leurs élèves, et les écoles, en fait, qui aujourd'hui ont encore un taux de redoublement très élevé de par l'indice socio-économique des élèves, en fait, ça n'aura rien changé du tout pour eux. Donc, voir comment lutter effectivement par rapport à ça. Alors, voilà, ça j'en ai parlé. Alors, valoriser davantage la dimension collective de l'apprentissage. Pour nous, c'est un gros point noir. On retrouve la notion d'apprentissage tout au long de la vie. À la page 68, qui est quand même un terme qui veut tout dire et rien dire à la fois. Instauration d'un carnet de bord personnel qui va rendre vraiment l'élève responsable et acteur de son orientation et de son apprentissage. Ça se trouve à la page 71. Alors, c'est pas mauvais en soi, mais ça peut être, sous couvert d'autonomie de responsabilisation, en fait quelque chose de le rendre aussi responsable de son échec et de se dédouaner d'une certaine, responsabilité en tant qu'enseignant. Je rajouterais également que dans le technique et tout ça, vu que ce sont des carnets qui vont suivre les élèves et qui pourraient être même donnés au niveau d'un engagement, est-ce que c'est pas aussi pour un patron, en fait, le moyen idéal de faire un petit peu son shopping en fonction des compétences qui l'intéressent? Va-t-on encore vraiment certifier des diplômes, je suis mécanicien, ou des compétences, je suis monteur de pneus chez Auto 5? C'est un danger aussi, ces fameuses compétences qui peuvent être une très bonne chose, c'est que, est-ce qu'on va encore parler de compétences ou véritablement d'un diplôme assistant d'une maîtrise que l'on peut améliorer effectivement tout au long de sa vie? Ça, c'est une question que nous posons étroitement. On parle de contrat éducatif entre le jeune et l'école pour le responsabiliser et améliorer la connaissance de ses forces et de ses faiblesses. J'attire quand même ce point sur le fait que notre enseignement est heureusement obligatoire et qu'en fait, le jeune n'a d'autre choix de souscrire à ce contrat. Un contrat peut aussi supposer négociation, accord entre deux parties avant la signature. L'élève est le seul qui ne négociera jamais son contrat. Donc, dans l'emploi des termes, je pense qu'il y a une certaine nuance à apporter aussi. Oui ? 2 minutes, tout là, je mourrai. L'enseignement technique. Alors, la notion de l'orientation via une information sur le cœur de métier, etc. On parle dans le pacte, en fait, d'ouverture et de fermeture d'options, souvent conditionnées à la réalité d'offres d'emploi de la région dans laquelle l'élève habite. Alors, est-ce qu'on va retomber dans un déterminisme à la Zola? Tu nais dans une région, tu étudies dans une région, tu travailleras dans cette région. Là, de nouveau, s'il y a des fermetures d'options dans certaines régions, c'est l'élève qui a les moyens d'aller étudier plus loin, de côté, de se payer un internat qui pourra bénéficier de l'option qu'il désire. Et de toute façon, de nouveau, les réalités de l'emploi, donc quoi, c'est le monde de l'entreprise qui va dire ce qu'on doit ouvrir ou fermer comme option. Dans le social, le culturel, toutes ces options qui ne sont pas directement porteurs d'emploi, il ne faut pas nier que les jeunes les plus précaires, en règle générale, quand ils sortent, c'est aussi avec des diplômes plutôt sociaux, mais on en fait quoi de ces jeunes-là, de ces options? Alors, ça j'en ai parlé, donc je peux passer. Voilà, non, ça c'est plutôt quelque chose que j'avais mis pour le débat par après si vous avez des questions. Voilà, écoutez, j'ai donné beaucoup d'informations le plus rapidement possible. Je vous remercie de votre écoute.